Bismillah. Il se sentait bien. Il ouvrit les yeux. Tout dans le local respirait la propreté. Il se redressa et marcha vers la fenêtre, qui l'accaparait de sa lumière vive. L'extérieur, sa respiration dessina sur la vitre un voile de buée translucide qu'il déchira d'un revers de main. Durant quelques minutes, il s'absorba dans la contemplation passive des pelouses, à la française, encadrées d'allées blanches et rectilignes, qui imposaient au parc leur tracé géométrique. À droite, à gauche, dehors, dedans, c'était le règne de l'angle droit. La porte s'ouvrit, avec délicatesse. Un homme dans les 50 ans, de haute stature et à la mine bienveillante, s'avança de 2 pas dans sa direction. Se retourna pour murmurer quelques mots à un interlocuteur invisible, puis referma la porte. « Bonjour, je viens faire plus ample connaissance avec vous. Je suis le docteur Armekin, et je dirige cette clinique. Nous avons bavardé un petit instant, vous êtes d'accord? Voyons, vous vous appelez Gaspard, n'est-ce pas ?» La question continuait de se dévider dans le silence. Rien dans l'attitude du patient ne laissait percer qu'il avait même entendu. Il balançait la tête, détaillant la chambre avec une grande minutie. Une seconde, il entama un geste, comme pour chercher quelque chose, un paquet de cigarettes peut-être, puis s'arrêta, ses mains flottant près des poches du pantalon. Le médecin choisit de ne pas lui offrir de quoi fumer. Pas maintenant. Les lèvres du malade restaient soudées, plutôt par indifférence que par refus. Pourtant, il semblait écouter. « Vous souvenez-vous de votre nom » insista Armekin. Pas de réponse. Patient par profession, il laissa glisser une bonne vingtaine de secondes. Les choses étaient simples. Le dialogue se poursuivrait d'abord à sens unique, et puis il finirait bien par le faire parler. Après, il faudrait trier. Si vous le permettez, je vais un peu vous rafraîchir la mémoire, en commençant par la fin, c'est-à-dire le peu que nous savons. Un événement sans doute désagréable et que nous allons essayer de retrouver ensemble a provoqué une sorte de blocage dans votre esprit. Tout de suite, je tiens à vous rassurer. Ce genre de phénomène se produit assez souvent. C'est en quelque sorte un verrou de sécurité que l'on tire soi-même. La plupart du temps, il suffit de bien peu pour le faire sauter. Une simple conversation, par exemple. Dans votre cas, nous serons grandement aidés par le fait que votre amnésie n'est que partielle. De toute évidence, vous comprenez parfaitement mes paroles. Vos regards, vos pas et vos gestes me le démontrent. Le problème est donc limité. Pour prendre une image, je dirais que nous avons une bulle à faire remonter à la surface. Le mutisme du dénommé Gaspard se poursuivant, Armekin reprit la parole, toujours d'un ton égal. Voici les faits tels que nous les connaissons. On vous a retrouvé ce matin dans le quartier universitaire, seul, figé comme un totem en plein milieu de la rue. Une petite rue peu animée, sans mouvement apparent. Les quelques autos qui passaient par là ou dû vous éviter, vous contournez en klaxonnant sans que cela provoque une réaction de votre part. Finalement, il y a eu 1 ou 2 personnes pour intervenir. Un commerçant, un passant. Ces gens ont essayé de, prendre contact avec vous, sans réussite. Ensuite, puisqu'on ne pouvait pas vous laisser là, on vous a carrément porté jusque sur le trottoir où vous êtes resté debout, appuyé contre la vitrine d'un cirier, un de ces marchands de bougies de collection. 5 minutes plus tard, une voiture de police vous a recueilli, le temps de se rendre compte que vous n'étiez ni ivre ni simulateur. Les policiers vous ont conduit ici, c'est prévu dans un tel cas. Comme eux, nous avons pris soin de lister et d'étudier le contenu de vos poches, ce qui nous a permis au moins d'apprendre votre nom, Gaspard. Vous devez vous souvenir de votre nom, Gaspard. Ne vous fatiguez pas, j'étais arrivé. S'il était étonné, le docteur veillait à n'en rien laisser paraître. Cet homme, pour une raison inconnue, jouait-il tout bonnement de la comédie? En ce cas, quel acteur? Mais non, il n'en croyait rien. Alors peut-être une personnalité multiple, qui cherchait maladroitement à refaire surface. Comme si de rien n'était, il acheva ses explications. Ici, au bout d'1 heure à peu près, vous êtes sorti de votre immobilisme. Vous étiez toujours pâle, mais plutôt calme. Même très calme. Vous vous êtes étendu et vous avez dormi un instant. Vous vous êtes réveillé, vous vous êtes assis. J'ai attendu pour avoir un entretien que vous commenciez à vous déplacer. Si ça peut vous rassurer, je vous trouve à présent en bonne santé. Tout dans le comportement de l'individu indiquait qu'il n'attendait aucune aide. Si problème il y avait, il donnait l'impression de pouvoir le résoudre seul. Malgré tout, on voyait bien qu'il avait pénétré dans une maison minuscule quelque part, après en avoir fermé la porte.
Les efforts du psychiatre tendaient évidemment à percer une ouverture dans cet isolement, à repêcher la personnalité de l'homme avant qu'il ne lève d'autres murs, qui pourraient être encore plus difficiles à franchir. Il fallait éviter de laisser un tel mouvement s'installer car on risquait alors de devoir lutter contre quelque chose d'irréversible. Le cas était peut-être moins évident qu'il ne l'avait cru dès le début. Bref, on en revenait au même impératif. Rompre ce mutisme, recréer un lien et l'entretenir. Le patient se contentait d'attendre. Il observait le monde, une lueur d'agacement au fond des yeux, mais il réagissait sur un rythme personnel, décalé par rapport au réel. Nulle crainte ne se lisait sur ses traits. On aurait dit qu'il le savait, qu'il s'attachait à n'entrer dans aucune catégorie préétablie. Mais le médecin savait par expérience qu'une crise soudaine pouvait à tout instant mettre fin à cette période de dépression ou de prostration. Voulez-vous enfiler votre blouson, Gaspard? C'est ainsi que vous étiez vêtu ce matin. Nous vous l'avons retiré pour vous permettre de vous étendre plus confortablement. Je voudrais que vous le passiez. Docile comme pour avoir la paix, le malade enfila une manche, puis l'autre, avant de remonter machinalement le col. Armekin lui tendit un bout de papier froissé. C'était dans le blouson, entre autres. Gaspard survola distraitement l'article, puis le rangea dans sa poche intérieure. Aucune réaction manifeste, si les paupières se mirent à battre de façon répétée. Où habitez-vous, Gaspard? Un sourire bref sur ses lèvres. N'essayez pas encore de plonger en vous-même. Vous vous en sentez capable, n'est-ce pas? Vos souvenirs reviendront aisément, sans forcer. Il suffit que vous acceptiez de m'aider un peu. Je ne vous demande aucun effort, simplement laissez-vous guider par mes questions. Il n'écoutait qu'à moitié. Ses pensées revenaient, affluaient. Le sourire se répéta. Gaspard se dit « Ce type se figure que j'ai rompu avec le réel, que je donne des signes de schizophrénie, et que je crains par conséquent de m'enfoncer encore. L'article trouvé dans ma poche pourrait signifier un penchant de ma part à ce genre de trouble, ou que sais-je. Voilà ce qu'il se répète dans sa petite tête. Je ne peux pas lui en vouloir, et je n'ai rien à lui expliquer. Comment pourrait-il se représenter la schizophrénie contrôlée de l'extérieur? Cette rue, où l'on vous a trouvé tantôt, vous la connaissez? Vous veniez bien de quelque part, et à pied? Peut-être n'était-ce pas trop loin? Aviez-vous quitté quelqu'un auparavant? Cherchez. Y a-t-il quelqu'un ou une anima, une image dans votre tête? Ou à la rigueur quelque chose, une maison, des objets? Que voyez-vous? Touchez, ses pupilles se tressirent. Voyons. Soudain vous vous êtes arrêté, vous avez eu envie de vous arrêter, de rester là. Vous aviez commencé à traverser la rue, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Vous avez peut-être vu quelque chose d'inattendu, ou simplement une pensée a surgi. Gaspard détourna son visage, posa son regard fouillant à la lisière des volets mi-descendus. Des bruits de voix lui parvenaient, atténués par la distance et l'écran des murs. Il était une parcelle dans tout le tout, une parcelle qui avait explosé. Ce docteur Armekin l'agaçait à présent, tandis que les mots se pressaient au bord de ses lèvres, encore lourds. Avalant difficilement sa salive, il caressa de l'extrémité de la langue les rides de son palais. Vous n'en pouviez plus, Gaspard? Le poids était trop lourd pour vous? Le poids de ce qui vous obsédait, qui vous tourmentait, qui vous... Sylvia. Il hurla, bondissant sur ses pieds, dominant tout à coup le médecin de toute sa hauteur, les poings serrés, prêts à frapper. Aussitôt un infirmier s'élança dans la chambre, ayant déjà jugé la situation, Armekin lui fit signe de sortir avec un maximum de discrétion. L'homme domina son inquiétude et obéit à contre-cœur. Il resterait sur le seuil en alerte. Tout de suite, le psychiatre se força à parler. Sans jamais baisser son regard, il entreprit de regagner la maîtrise des débats. Attentif au flot qui allait, qui devait sortir. Durant tout son discours, il veilla à conserver un débit posé, régulier. Vous n'aimez guère évoquer votre existence passée. Je vous comprends. Quelque chose y est enfoui. Vous préférez évidemment le rejeter dans l'oubli, même si vous êtes persuadé du contraire. Vous avez une conscience aiguë de votre personnalité, vous estimez que vous vous connaissez bien. Mais écoutez-moi, ce n'est peut-être qu'une illusion, derrière laquelle vous n'êtes pas libre du tout, car c'est elle, en fait, qui vous domine. Calmez-vous, je ne désire rien d'autre que vous aider. Pas plus que quiconque, vous ne pourrez détruire vos souvenirs. Ils font partie de vous-même, de vos nerfs, de vos muscles, de la peau de votre bras. Ils sont imprimés dans votre cerveau. C'est définitif.
La seule libération possible est la connaissance. En refusant de les exprimer, vous ne réglez rien. Vous restez dans votre prison et vous risquez de vous enfoncer davantage. Rien qu'un petit effort maintenant. Essayez d'avoir confiance, laissez-vous aller. Vous et moi, nous y arriverons. Je désire vous aider. C'était presque gagné petit à petit, pendant que se déroulaient comme une bande ces paroles lénifiantes. La tension s'était relâchée. Gaspard fit demi-tour et se laissa tomber sur le lit. On le sentait au bord des larmes, ses traits exprimant une souffrance inexplicable. Il gagnait les hauteurs de son inconscient, celui-là même que fouillait le psychiatre avec obstination. Les voix du dehors s'étaient endormies. Le matelas ballottait sous lui. Sa voix s'éleva, hachée par l'oppression. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. J'ai rebondi plus loin, plus tard, mais je suis revenu. Je ne suis plus qu'un outil. Ne parlez surtout pas de cerveau. Plus j'essaie d'en sortir, plus je me rends compte que c'est inutile. Rugmore a tout prévu, jusqu'à mes sursauts. Il se nourrit de tout. Continuez. Sylvia n'y était pour rien. Tout juste si elle a gémi un petit cri saccadé au milieu de tout ce rouge éclaté. Dans mon bleu pâle, et plus je frappais, plus je hurlais, que je l'aime. En même temps, on aurait pu croire que l'autre riait par ma bouche. Mais n'allez pas croire qu'il est fou. Ce n'est pas ça. Nous ne sommes presque rien pour lui, moins qu'un brin d'herbe. Nous ne signifions rien, il ne juge qu'après coup. Simplement, Rugmore a retenu le balancier et puis le temps a culbuté. Comme ça. Et moi, où trouverais-je ma sortie, moi? Croyez-vous que ce soit dans cette vie? L'infirmière de service entra dans sa chambre avec un peu d'avance sur l'horaire. Elle s'approchait du lit, secouant son thermomètre. De ses bras robustes, elle souleva le malade, le disposant de côté. Docilement, elle ramena les genoux contre sa poitrine. Elle lui enfonça dans l'anus la pointe argentée et patienta 60 secondes. Elle ne comprenait pas pourquoi on s'obstinait de la sorte après des mois et des mois sans la moindre changement et n'attendait pas, de sa part, aucune surprise. Mais c'étaient les consignes, et Labro ne plaisantait pas. L'infirmière de service entra dans sa chambre avec un peu d'avance sur l'horaire. Elle s'approchait du lit, secouant son thermomètre. De ses bras robustes, elle souleva le malade, le disposant de côté. Docilement, elle ramena les genoux contre sa poitrine. Elle lui enfonça dans l'anus la pointe argentée et patienta 60 secondes. Elle ne comprenait pas pourquoi on s'obstinait de la sorte après des mois et des mois sans la moindre changement et n'attendait pas, de sa part, aucune surprise. Mais c'étaient les consignes, et Labro ne plaisantait pas.